De retour au plateau après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjaro, Adam Adronou et Fioclou Adambleno pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours de la CEDEAO et de son sommet. Les chefs d'État envisagent un sommet spécial sur l'avenir de la communauté et cela fait partie aussi des décisions prises à ce sommet ce dimanche à Abuja, dans la capitale nigériane, et qui les chefs d'État et de gouvernement donc lors de ce sommet de la CEDEAO ont pris certaines décisions et sur la proposition d'un sommet spécial sur l'avenir de la communauté. Je vous lis un peu ce qui a été décidé. Après avoir délibéré sur l'objectif du sommet spécial proposé, qui comprend entre autres le renforcement de la paix et de la sécurité régionale, de la bonne gouvernance et de l'ordre constitutionnel, ainsi que l'approfondissement du processus d'intégration régionale, la conférence charge la commission de travailler avec le ministère des Affaires étrangères du Nigeria, qui assure la présidence du Conseil, pour en définir le format et le calendrier. De façon ramassée, la commission de la CEDEAO avec le ministère des Affaires étrangères du Nigeria vont décider donc d'un format et du calendrier de ce sommet spécial sur de la CEDEAO pour réfléchir sur l'avenir donc de la communauté. La CEDEAO à un niveau où elle se rend compte qu'elle doit repenser son format, qu'elle doit repenser son avenir. Un sommet spécial est envisagé par les chefs d'État, Adam. Oui, je pense que sur cette option, vous aurez dû constater qu'il y a plusieurs voix et d'analystes qui avaient dévancé en disant qu'il était nécessaire au regard de l'actualité que la CEDEAO puisse donc se reformer et s'adapter aux différentes crises. Pour exemple, vous constaterez que dans un passé récent, la CEDEAO avait en tout cas cette option-là de pouvoir intervenir, ou cette influence, j'allais dire, d'intervenir sur les changements anticonstitutionnels dans nos pays. Nous l'avons vu dans d'autres pays, nous avons vu en Gambie, nous l'avons vu également exercer des pressions lorsqu'il était question du coup d'État anticonstitutionnel. En Guinée, on a vu également dans plusieurs pays où la CEDEAO avait également cette influence. Aujourd'hui, cette influence n'y a plus d'actualité compte tenu de l'échec constaté au niveau des pays de l'AES, où pratiquement l'approche implémentée n'a pas permis à la CEDEAO de pouvoir donc s'imposer comme il a fait dans les autres pays, et compte tenu également des enjeux qui étaient donc exprimés en sont liés à la question sécuritaire, où la CEDEAO lui-même, c'est tel que nous parlons donc de cette question, la CEDEAO n'a pas eu véritablement donc à peser. Je pense que je fais partie de pas seulement des États de l'AES, mais aussi à la Guinée. Tout à fait. Il y a plusieurs. Donc je me disais, je faisais partie de ceux qui avaient estimé que même petite soit-il, si la CEDEAO avait pris son temps de pouvoir organiser une force pour venir en appui à ces pays-là, je pense qu'il aurait des motifs nécessaires pour s'exprimer sur ces questions-là. C'est un ennemi. Et justement, ces pays-là ont fait les frais de ces crises-là jusqu'à bout de souffle. Et ce qui a conduit à ces pays-là de se rétracter de la CEDEAO. Et donc, ils ont trouvé des motifs valables de pouvoir tenir tête à la CEDEAO, ce qui n'était pas le cas avec les autres pays où il avait eu cette primauté-là pour pouvoir donc intervenir sur ces changements de constitution-là. Donc ça voudrait dire qu'il y avait des motifs valables qui leur permettent de pouvoir donc s'exprimer sur la question en son temps. Donc voilà des éléments de fragilisation de la CEDEAO qui aujourd'hui a besoin de se reformer pour s'adapter à ces différentes crises. Je le disais, il n'y a pas que ça. Nous avons également d'autres crises, parce que lorsque nous prenons ces pays côtiers qui continuent également par faire les frais de ces crises liées donc à l'insécurité, à la sécheresse, à l'eau, etc. Donc tout est devenu prioritaire, et que le format implémenté par la CEDEAO en son temps n'est plus la même que ce qui est implémenté aujourd'hui. Et pour éviter à ce qu'on aille de fragmentation en fragmentation, où pratiquement les populations de la plupart des pays, n'oubliez pas cette question, en tout cas panafricaine, où moi je suis assez dubitatif, mais qui continue pas s'exprimer au regard de certaines approches expérimentées par la CEDEAO et qui ne tient plus la route. Donc au regard de tous ces aspects-là, il est évident, comme l'on dit, parce que j'écoutais, je pense que un chercheur ivoirien qui le disait déjà la semaine dernière, à la veille du sommet de la CEDEAO, qui s'est exprimé sur ces prérogatives-là où la CEDEAO a besoin de s'adapter
à l'actualité et donc liées à cette réforme-là, pour éviter à ce que la CEDEAO ne soit une coquille vide. Alors, comment la CEDEAO va-t-elle procéder quand on sait que aujourd'hui, quand on parle de refondation au niveau de la CEDEAO, ou ce sommet spécial pour réfléchir sur l'avenir de l'organisation. L'organisation est fragilisée essentiellement par ces départs-là des pays de l'AES, départ qui a été suscité d'abord par cette décision d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. La CEDEAO, quelque part, n'a pas abandonné le projet de faire respecter en fait l'ordre constitutionnel. Maintenant, la méthode peut être discutée, mais dans les canevas de la CEDEAO, il y a toujours cette obligation pour la communauté de veiller à ce que l'ordre constitutionnel soit respecté. D'un autre côté, on parle de la création prochaine d'une force dont les décisions ont été prises également lors de ce sommet. On parle de la création de cette force qui aura pour mission, entre autres, de veiller au respect de l'ordre constitutionnel, mais aussi de lutter contre le terrorisme. Comment la CEDEAO pourra-t-elle gérer cette partie pour que cette force ne soit pas vue comme une force anti-coup d'État et que cela ne fragilise d'autres pays ou que cela ne crée d'autres tensions après, mais au même moment, veiller à ce que la force puisse servir de garde-fou pour que les gens ne débordent pas, mais que ça ne frise pas aussi ceux qui sont déjà partis ou ceux qui voudraient partir après, et que, entre autres, on puisse aussi veiller à lutter contre le terrorisme, et lutter contre le terrorisme reviendra quelque part aussi, comme on l'a dit dans les autres sujets, à chercher à se rapprocher de ces pays du Sahel, parce qu'une lutte en communauté serait plus efficace. Comment la CEDEAO pourra-t-elle gérer cet ensemble d'événements qui vont se retrouver dans sa décision de faire un sommet sur son avenir? Vous l'avez dit, moi je pense que c'est une lecture au premier degré, parce que lorsque vous dites que c'est l'intervention de la CEDEAO qui était la conséquence immédiate en réalité de ce retrait-là, c'est une évidence. La conséquence immédiate, oui, tout à fait. Sauf qu'il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs, mais restons sur l'intervention militaire. La réponse immédiate qui a permis à la CEDEAO de se retraiter, c'est justement parce que la CEDEAO n'avait pas pris des dispositions pour aider ces pays-là à lutter contre le terrorisme. C'était les deux aspects qui ont conduit donc à justement. Mais au même moment, pour revenir donc à votre question, c'est justement pour dire que la CEDEAO doit elle-même faire une auto-inspection de ces stratégies qui ont conduit, Gabel le disait tantôt, que la CEDEAO même, les stratégies de la CEDEAO même portent en elle-même les germes de son échec ou de sa fragilisation. C'est d'abord de reconnaître véritablement ces échecs-là, en tout cas ces opinions exprimées sur ces échecs-là, comme étant des motifs qui peuvent également, parce que nous ne nous arrêtons pas là, parce que nous avons de ces pays-là qui étaient au premier plan des pays qui ont fait les frais de cette crise et qui continuent d'ailleurs même par en faire. Aujourd'hui, nous avons des pays côtiers également qui font les frais. Mais sauf que les stratégies mises en place jusqu'alors, vous avez l'acte signé à Accra, qui également jusqu'alors était donc des actes restés sur papier, qui n'a pas véritablement porté fruit. À cela vient s'ajouter encore une force, un second aspect qui également, de mon point de vue, est un saut dans l'inconnu, même si aujourd'hui les discours tentent à dire véritablement qu'on a l'effectif, on a mis les moyens, etc. Et ce qui a été signé donc à Accra. Jusqu'alors, ça n'a pas porté fruit. Donc c'est justement voir en sorte que le discours et les politiques réelles sur les terrains puissent donc s'accorder pour que les gens évitent d'attendre assez longtemps. Et justement, en parlant donc de l'autre personne, c'est véritablement donc de s'appuyer sur ces éléments qui ont fragilisé, en tout cas, les politiques qui pouvaient permettre de toujours être dans une logique d'être influente sur cette scène-là et de pouvoir appeler aux idées, parlant du fait qu'aujourd'hui la libre circulation également a pris un coup, compte tenu du fait qu'il y a eu plusieurs conférences lorsque le chef de l'État togolais était donc à la tête de la CEDEAO. Il a lutté pour que cela soit une effectivité, mais nous constatons que lorsque nous payons des pays anglophones, ça n'a jamais été le cas, même si au niveau de l'UEMOA, on tend à voir véritablement qu'il y a une libre circulation, ça n'a jamais été total. C'est justement faire en sorte que ces approches-là puissent être respectées pour que la CEDEAO retrouve son influence. Ce sera donc pour vous l'essentiel à faire lors de ce sommet sur l'avenir de la communauté. Fioclou Adangbleno, comment doit procéder la CEDEAO pour qu'à ce sommet on puisse prendre les bonnes décisions pour que l'organisation soit un cadre viable et vivable pour les autres pays? Au cours de ces 5 dernières années, la CEDEAO est allée d'échec en échec. Aujourd'hui, si au cours de ce sommet, les chefs d'État ont planché
sur un sommet spécial afin de revoir et de refondre l'esprit de la CEDEAO, c'est une bonne chose. Toutefois, avant que cela n'ait un résultat positif, il faut que les États de la CEDEAO puissent effectivement contribuer, c'est-à-dire cotiser, donner leur quote-part pour la caisse, pour qu'elle soit autosuffisante financièrement, afin de ne plus avoir des mannes financières de l'extérieur. Parce que celui qui a la puissance financière, c'est lui qui dirige. Et c'est pourquoi les 3 pays du Sahel ont dit que la CEDEAO reçoit des institutions de l'extérieur. Donc, il faut que c'est l'extérieur qui finance. Qui finance, donc elle a le choix sur les décisions. Il faut que, à partir de ce sommet spécial, les pays de la CEDEAO puissent donner raisonnablement et dans le temps leur cotisation. 2. Il faut que ces pays de la CEDEAO sachent que l'esprit fondateur de la CEDEAO, c'est le bien-être des peuples. Donc, il faut que la population jouisse des fruits de ce regroupement. Mais ça fait plus de 10 ans que la population souffre. On dit libre circulation des biens et des personnes. Or, au niveau des frontières de la CEDEAO, si tu ne donnes pas 500 ou 1000 francs, tu ne passes pas. Donc, il faut que tout soit revu afin que un nouveau départ soit soumis au peuple. Nous devons aussi remarquer que les 4 coups d'État qui ont eu lieu au sein de la sous-région est dû dans les 4 pays. Dans les 4 pays de la CEDEAO sont dus à la mauvaise gouvernance. Ces chefs d'État n'ont plus leur autonomie de gestion du pays. Ce sont les autres qui donnaient l'ordre, comme Assimi Goïta a dit que lors de son coup d'État, le président Macron a appelé que pour la transition, il faut celui-ci, pour celui-là, et il a dit niet, que c'est lui même qui sera aux commandes. Il faut couper ce cordon de pression de l'extérieur et que ces chefs d'État sachent que la population ouest-africaine doit vivre libre et que la gestion soit saine. Si tous ces engagements sont pris, je pense que la CEDEAO va redorer son blason et qu'elle ne sera plus critiquée sur tous les toits. Alors, Gabin Adjaro, comment la CEDEAO doit-elle procéder pour qu'à l'avenir, on n'ait plus de tel départ, de telle scission? C'est vrai, l'organisation envisage de faire un sommet spécial sur son avenir, mais quels doivent être les éléments clés dont il faut tenir compte dans ce sommet? Déjà, c'est une bonne chose de reconnaître que bon, on est en train d'aller vers un certain échec et il faut se reprendre. C'est pourquoi moi je félicite le président Bassirou Diomaye Faye qui, lors de la réunion à huis clos, a eu à dire un certain nombre de vérités au chef d'État. Que premièrement, il faut se débarrasser des clichés qui accusent la CEDEAO d'être sous l'emprise des puissances étrangères, de se débarrasser de ceux-là qui prennent le temps à chaque moment pour modifier la constitution afin de se représenter, se maintenir au pouvoir. Et il a reconnu quand même qu'on est en train d'aller vers la désintégration au sein de la CEDEAO. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a résumé pratiquement les mots de la CEDEAO en 3 parties. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui le dit souvent, tout est à refaire au sein de la CEDEAO. Sincèrement, la CEDEAO est à refaire et premièrement, ça doit partir des États. Les États doivent faire quoi? Respecter les tests qu'eux-mêmes se sont donnés au sein de cette institution-là. Les dernières années, on a remarqué que pratiquement la CEDEAO ne respectait plus aucune décision, ni aucun test, ni aucune charte des conventions de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement se pointaient à une réunion et prennent des décisions pour des populations. Et il faut reconnaître aussi que le principe sacro-saint de la
CEDEAO, qui est le principe de libre circulation des personnes, des biens, n'est plus respecté. Aujourd'hui, si tu veux aller au Bénin, c'est assez difficile. Il y a des douaniers qui te prennent de l'argent. Pour aller au Grand Copé ici, les douaniers te prennent de l'argent un peu partout. Au Burkina, même chose. Donc, nos frontières aujourd'hui ne peuvent plus nous permettre réellement de circuler librement. Donc, ça aussi, c'est un point. Et l'autre point aussi qui est assez important, c'est que les présidents de cette organisation doivent savoir qu'il faut respecter les tests dans leur pays. Le fait que la plupart des présidents ne respectent même pas les conventions de la CEDEAO dans leur pays fait en sorte que les peuples ne font plus confiance à cette institution-là et les peuples se disent que bon, c'est une institution qui est là pour cautionner les dirigeants qui sont au pouvoir. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que la CEDEAO, c'est la CEDEAO des présidents. La CEDEAO est là pour cautionner des élections frauduleuses, pour soutenir ceux-là qui font des modifications constitutionnelles, même à quelques mois des élections, alors que la CEDEAO, la convention de la CEDEAO a prévu qu'à 6 mois des élections, il ne faut plus modifier la constitution. Donc, ce sont des choses qui ne permettent pas aujourd'hui... le code électoral. Le code électoral, voilà. Donc, on ne peut plus modifier le code électoral à 6 mois des élections. Mais ça se fait dans beaucoup de pays. Sans consensus, sans un large consensus. Voilà, sans large consensus. S'il y a un large consensus, on peut modifier. On peut modifier. S'il n'y a pas large consensus, on ne peut pas modifier. Donc, aujourd'hui, tout ça, ça fait que les peuples ne se retrouvent plus véritablement dans l'institution CEDEAO, puisqu'ils se disent, bon, voilà, ce sont des gens qui se retrouvent, qui se parlent entre amis, et puis bon, voilà, et surtout le cas Bazoum a démontré beaucoup de choses. On a voulu brimer la vie des milliers de Nigériens pour juste aller libérer un seul homme qui est leur ami. Donc, je pense que le discours, ou bien ce que Bassirou Diomaye Faye a dit lors de cette session-là, a révélé beaucoup de choses. Et je pense que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à reconnaître leur échec et ensuite penser à comment faire pour revenir au plus belle. Maintenant, justement, comment faire, qu'envisagez-vous, qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette l'accent dessus lors de peut-être ce sommet sur l'avenir de la CEDEAO? Sur quoi voudriez-vous qu'on mette l'accent? La première des choses, c'est de respecter les tests, puisque en matière de tests, la CEDEAO en a véritablement. Et je ne vois même pas de faille au niveau des tests, des conventions, des chartes de la CEDEAO. Il n'y a même pas de problème là-bas. Le problème, ça se pose au niveau du respect de ces tests-là. Et ensuite, le deuxième point pour moi, c'est d'arriver quand même à faire en sorte que les peuples se sentent véritablement au sein de cette CEDEAO, de cette institution sous-régionale. Et comment faire pour que les peuples se sentent, se reconnaissent au sein de cette CEDEAO-là? C'est de mettre cette CEDEAO à la solde de la population, faire en sorte de mettre en place des choses qui peuvent permettre aux populations de vaquer librement à leur population, à leurs occupations. Aujourd'hui, si je veux aller au Ghana et que je ne suis pas obligé de donner un seul franc aux douaniers ghanéens avant d'entrer dans ce pays, faire mes affaires et tout, je vais me sentir dans un espace donné. Même chose pour aller au Bénin, c'est la même chose et vice-versa. Donc, il faut inclure les peuples, les aspirations profondes des peuples au sein de cette organisation-là avant de penser réellement à eux-mêmes. Et ensuite, il faut penser aussi à l'alternance au sein de la CEDEAO. Les pays qui refusent de signer la charte qui consacre l'alternance au bout de 2 mandats au sein de la CEDEAO, à un moment donné, il faut mettre des choses en place pour pouvoir les sanctionner et agir pour ne pas cautionner ceux-là qui veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam. Vous voulez parler de ce protocole additionnel de la CEDEAO qui fait partie également des points abordés lors de ce sommet. Nous allons donc marquer une nouvelle. Vous avez quelque chose à dire, Adam? Oui. Rapidement, quelques secondes. Dire, à part les institutions, leur fonctionnement, il faudrait véritablement qu'on revisite réellement donc la charte des sanctions. En réalité, c'est un point très important qu'on n'a pas su aborder. Et pour finir, réellement, donc, faire respecter. Puisque les chefs d'État doivent eux-mêmes porter cet idéal-là en faisant respecter le protocole et les chartes démocratiques de l'institution. Merci beaucoup. À vous, comme je le disais, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.